Merci Madame la Présidente. Je commence par remercier les organisateurs des journées de l'Association des pneumo-allergologues du Centre et du Sud pour m'avoir invité à parler de l'asthme et de l'obésité et en particulier à essayer de répondre à la question « Est-ce une spécificité féminine ?» Alors, l'association de l'asthme et de l'obésité, ça fait très longtemps qu'on en parle. Donc, l'OMS, déjà en 2014, a déclaré qu'il y avait 334 millions d'asthmatiques dans le monde, que l'obésité, définie par un IMC supérieur à 30 kg par mètre carré, était multipliée par 3 depuis 1975. En 2016, 1,9 milliard d'adultes en surpoids, ce qui fait 39%. Et ce qui nous ramène à quand même 650 millions d'obèses, soit 13% des adultes obèses. Ainsi, l'asthme est une entité unique, certes, mais quand même, avec les études de cluster, on voit de plus en plus que c'est une maladie qui est plutôt hétérogène et qui va regrouper différents phénotypes. On en parle, ça fait très longtemps. Le constat a été fait depuis la fin des années 90 sur 85 911 infirmières aux États-Unis. On a remarqué déjà qu'il y avait un risque de développer un asthme à début tardif nettement plus augmenté quand les patients avaient un IMC supérieur à 30 kg avec un node ratio à 2,8. Plus tard encore, on fait le même constat et on donne plus de précision. Et dans ces études transversales des débuts des années 2000, on remarque qu'il y a un excès de risque de développer de l'asthme chez les sujets obèses, et ce, quel que soit le sexe et quel que soit l'âge. Donc, asthme et obésité, c'est une association qui n'est certainement pas fortuite. Et sur cette enquête sur la communauté européenne, donc il y a inclus 9552 participants, l'association entre asthme et obésité, avec un excès de risque plus marqué chez les femmes, a été retenue. Et généralement, on a un node ratio entre 1,6 et 3, donc là, c'était à 1,97. Alors, sur cette mise au point sur l'asthme et l'obésité publiée dans la revue des maladies respiratoires en 2020, on publie la méta-analyse qui a inclus 332 100 adultes. L'obésité augmente le risque d'asthme certainement, et l'obésité contribue aussi à l'augmentation de la sévérité de cet asthme. Donc, finalement, dans les conclusions, chez les sujets obèses, comparativement aux sujets sans surpoids, il existe un excès de risque de développer un asthme, et ce, quel que soit l'âge et le sexe. L'excès de risque est d'autant plus marqué que les sujets sont de sexe féminin, et l'obésité contribue aussi à l'augmentation de la sévérité de cet asthme. Alors, si on voit d'un tout petit peu plus près ce phénotype et ses sous-phénotypes, en comparant des patients asthmatiques sévères à des asthmatiques légers à modérés, on remarque qu'il y a un sous-groupe de patients obèses, le plus souvent des femmes, avec un asthme d'apparition tardif et non atopique. C'est un asthme, dans cette étude, c'est un sous-groupe de patientes asthmatiques de sexe féminin, là encore, sans inflammation et eosinophilique. Ce sont des patientes qui ont une fonction pulmonaire qui est altérée, des symptômes d'asthme qui sont assez difficiles à contrôler, des cures répétées de corticothérapie orale pour des exacerbations d'asthme. Et puis, c'est un profil de patients asthmatiques obèses qui diffère des autres patients asthmatiques avec un début tardif. On voit donc qu'il y a deux sous-groupes de phénotypes d'asthme en fonction de l'âge. Un premier groupe où il y a obésité et asthme à début précoce. C'est une association qui va toucher les enfants avant l'âge de 12 ans, qui touche aussi bien les filles que les garçons. Généralement, c'est un asthme qui est allergique, avec une infiltration bronchique à eosinophile, et c'est généralement l'obésité qui va aggraver un asthme préexistant. Le deuxième groupe, par contre, c'est un asthme qui va débuter après l'âge de 12 ans, qui va toucher plus les femmes que les hommes. Ce n'est pas un asthme allergique. Il y a une hyperréactivité bronchique et il y a une infiltration bronchique à éosinophile et à neutrophile. Alors là, c'est un asthme qui est d'apparition retardée, se développant comme plutôt une conséquence de l'obésité. Alors, si on voit d'un peu plus près ce qui fait ces liens physiopathologiques, alors c'est un schéma qui est un tout petit peu plus compliqué, mais on voit qu'il y a déjà des facteurs génétiques. Alors, il y a plein de gènes qui peuvent être incriminés dans cette association.
Et ce sont surtout des gènes qui sont concernés dans le lien avec l'immunité et surtout le métabolisme énergétique. Alors, il y a aussi, à part le polymorphisme génétique, il y a une régulation épigénétique. Donc, c'est quoi cette régulation épigénétique? C'est le fait qu'il y ait une modification de l'expression des gènes de façon fort heureusement réversible et généralement, elle est secondaire aux facteurs environnementaux. On incrimine aussi dans cette association le mode de vie. Il y a une réduction de l'activité physique chez le patient obèse. Il y a aussi un régime alimentaire qui est un peu particulier. Il y a une occidentalisation du régime alimentaire avec une augmentation des graisses saturées, mais aussi une diminution de la consommation de fibres. Il y a aussi ces régimes associés au tabac qui vont faire qu'il y a ces liens associés entre asthme et obésité. Pour ce qui est de la fonction pulmonaire, donc il y a un syndrome obstructif avec une réduction du volume pulmonaire. Donc il faut savoir que le patient obèse va respirer avec un volume respiratoire qui est faible et ceci va être aggravé de façon fonctionnelle avec l'obésité abdominale qui va comprimer le diaphragme. Il y a aussi une diminution de la compliance pulmonaire. Pourquoi? Parce que la cage thoracique va perdre de son élasticité vu qu'il y a une infiltration de la graisse. Il y a une hyperréactivité bronchique aussi qui est importante et une difficulté d'ouverture des petites voies aériennes vu que justement l'obèse va respirer avec un volume courant qui est faible. Le rôle des comorbidités ne fait pas de doute. Généralement, il y a un reflux œsophagien qui est associé, des apnées du sommeil et une dysfonction généralement métabolique qui est importante. Alors, à côté de tout ça, il y a surtout le rôle du tissu adipeux. Alors, ces dernières années, le rôle du tissu adipeux a été très bien étudié. En fait, il ne sert pas qu'à stocker la graisse, il est responsable de manifestations inflammatoires très importantes. Alors, dans le tissu graisseux, il va y avoir chez le patient asthmatique une infiltration de macrophages qui est importante, en particulier des macrophages M1, et qui vont donner une réaction systémique inflammatoire importante, donc des cytokines pro-inflammatoires et des adiponectines qui vont être responsables d'une inflammation non TH2, donc c'est plutôt un asthme de type TH1 que l'on va voir. Donc, pour résumer, sur le plan de l'inflammation systémique, il y a une augmentation de la leptine, une diminution de l'adiponectine. Donc, c'est une inflammation de type TH1 et ceci va aussi expliquer plutôt qu'il y a une résistance aux corticoïdes inhalés chez les patients qui sont asthmatiques obèses. Est-ce que les hormones sexuelles ont un rôle dans tout ceci? Donc, comme l'a dit Dr Msead, le rôle des oestrogènes et des progestérone est un peu compliqué. On sait que l'oestrogène est d'une part bronchodilatateur, il est d'autre part pro-inflammatoire. Et dans cette étude, on a remarqué qu'il y avait une population de patientes asthmatiques obèses ayant un asthme sévère et qui avaient eu des menstruations assez précoce. On envisage ici le rôle du 17-bêta-oestradiol. Cependant, ceci reste à confirmer. Et dans cette étude, donc, on dit que les facteurs de confusion ne laissent pas vraiment le rôle des hormones sexuelles s'étudier de façon très simple. Alors, sous phénotype en fonction de l'âge, dans ce résumé de la revue des maladies respiratoires publié en 2019, on conclut que grâce aux études de cluster, un phénotype particulier associant asthme et obésité a pu être défini, regroupant un sous-groupe de patients obèses plutôt de sexe féminin. Donc, si on revient un tout petit peu à la première question qu'on me demande à laquelle on demande à répondre, on trouve toujours ce plutôt de sexe féminin qui n'est pas vraiment catégorique pour dire que c'est une spécificité féminine. Alors, est-ce que c'est une association asthme et obésité plus marquée chez les femmes que chez les hommes? Est-ce que c'est une association uniquement chez les femmes? Il y a surtout des études qui ont été publiées et qui montrent qu'il y a une augmentation du risque d'asthme qui est similaire chez les hommes et chez les femmes obèses. Donc, c'est un risque qui est similaire. Alors, tout récemment, dans la revue des maladies respiratoires, il y a eu la publication de cet article qui a étudié la prévalence de l'asthme chez l'adulte en France. Et c'est une cohorte qui a essayé d'estimer la prévalence de l'asthme chez l'adulte et de décrire justement chez les hommes et chez les femmes les relations entre différents facteurs de risque et en particulier la corpulence à côté du tabagisme et du statut socio-économique.
C'est une cohorte qui a été étudiée en population générale après un tirage au sort d'individus âgés de 18 à 69 ans, incluant plus de 200 000 participants. Des questionnaires ont été passés aux patients et la présente analyse a recueilli surtout les données de 2013 et de 2014. Les caractéristiques sociodémographiques ont été recueillies et puis les patients ont eu des questions concernant leurs antécédents, leur poids, leur taille, leur tour de taille et tension, ECG et spirométrie. La question concernant l'asthme, c'était avez-vous déjà eu un asthme? Ou bien, deux autres questions, est-ce que vous avez des symptômes d'asthme ou vous avez eu ces 12 derniers mois un traitement pour l'asthme? Alors, l'analyse était effectuée aussi bien chez les hommes que chez les femmes. On a pris en considération l'indice de masse corporelle et 4 classes de corpulence ont été prises en considération selon les seuils de l'OMS. Pour ce qui est de l'obésité abdominale, 3 classes étaient basées sur le tour de taille. Alors, sur un total de 34 100 patients, donc globalement, on avait 14% d'asthme, 93% d'asthme diagnostiqué et confirmé par un médecin, et on avait surtout 6,4% contre 5,1% pour les femmes. Si on se réfère à la définition 1, 9,9% contre 8% si on se référait à la question « Est-ce que vous avez eu un traitement ou est-ce que vous avez eu des symptômes d'asthme ?» On conclut que la prévalence était plus faible chez les patients âgés que les moins âgés et que les femmes qui étaient tabagiques avaient une association augmentée de 28% de risque d'asthme par rapport aux non-tabagiques. Alors, si on arrive à l'indice de masse corporelle, la prévalence est plus élevée chez les femmes qui ont un surpoids et chez les femmes qui sont obèses. Cette association, elle est statistiquement significative après ajustement sur l'âge et le statut tabagique. Donc, une femme qui a un surpoids ou une femme qui est obèse, elle a statistiquement plus de risques de développer un asthme. Concernant le tour de taille chez les asthmatiques, donc comme je l'ai dit, les choses ont été analysées aussi bien chez la femme que chez l'homme, et là on conclut que chez les hommes, comme chez les femmes, la prévalence de l'asthme était plus élevée chez les personnes ayant un tour de taille élevé. Donc finalement, chez les femmes, l'augmentation du risque d'asthme s'il y a un surpoids ou s'il y a obésité, ainsi que chez celles qui ont une obésité abdominale. Par contre, chez l'homme, seule l'association avec l'obésité abdominale était statistiquement significative. Alors, quelle hypothèse on va donner à cela? Donc, l'indice de masse corporelle n'aurait pas la même signification chez les hommes et chez les femmes. Les hommes ayant tendance à avoir plus de masse musculaire et les femmes plus de masse adipeuse. Chez les hommes, l'augmentation du risque d'asthme, chez ceux ayant un tour de taille augmenté, mais pas chez ceux ayant un IMC augmenté. Autrement dit, un homme qui est obèse, s'il a un IMC qui est augmenté, il ne va pas obligatoirement développer un asthme parce que tout simplement, son IMC qui est augmenté, il est dû entre autres à sa masse musculaire qui est augmentée. Par contre, une femme qui a un indice de masse corporelle qui est augmenté, avec plus ou moins un tour de taille qui est augmenté, elle a beaucoup plus de risques de développer un asthme. Pourquoi? Parce que probablement son indice de masse corporelle est lié à l'obésité. Alors, un petit mot quand même des conditions socio-économiques et de l'obésité dans la cohorte Constance. On se rend compte que les facteurs impliqués étaient l'obésité, mais aussi par le biais des mauvaises conditions socio-économiques, et ceci était relié aux facteurs liés à l'alimentation et uniquement, là encore, chez les femmes. Donc, pour conclure concernant cette cohorte Constance, la prévalence de l'asthme chez l'adulte était de 6 à 9%. L'obésité abdominale mesurée par le tour de taille était associée chez les hommes comme chez les femmes à un risque accru d'asthme. Chez les femmes uniquement, un lien entre faible niveau socio-économique et prévalence était retenu, passant par l'obésité et les habitudes alimentaires. Donc, ceci est confirmé dans d'autres études où on retrouve qu'il y a plus de risques de développer un asthme retrouvé chez les femmes. Et dans cette méta-analyse qui est assez récente, en 2019, qui a montré les résultats entre le tour de taille abdominale et l'obésité, on se rend compte effectivement que ce tour de taille augmenté était similaire aussi bien chez les femmes que chez les hommes et que le risque était augmenté dans les deux sexes. Alors, est-ce qu'il y a autre moyen de contourner cet indice de masse corporelle, puisqu'il pose quand même un petit problème?
Il est certainement beaucoup plus utilisé dans ces études pour définir l'obésité, cependant il a beaucoup de limites. Et on parle alors de l'absorptiométrie biénergétique. Donc, c'est une méthode qui évalue les proportions entre contenu minéral osseux, masse grasse et masse maigre, et indique les proportions de masse grasse entre membres supérieurs et inférieurs en rapport avec la graisse thoraco-abdominale. Donc, c'est un examen qui a l'intérêt d'être très peu irradiant, c'est l'équivalent d'une radiographie du thorax. Il est considéré comme référence dans l'évaluation de la composition corporelle. Il va permettre en plus de voir de façon plus spécifique que l'indice de masse corporelle. La principale limite, c'est qu'il n'est pas adapté au sujet avec une obésité massive et qui dépasse les 200 kg. Alors, dans cet article, asthme au fil du temps, mais aussi dans un ancien article publié en 2003, on met le point sur ce phénotype d'asthme qui est plus fréquent finalement chez la femme. C'est un asthme qui est retrouvé dans les clusters d'asthme sévère. C'est un cluster particulier, ce sont des femmes qui ont plus de 50 ans, obèses, avec un asthme généralement tardif, non atopique, une inflammation neutrophilique, une diminution modérée du VMS, une moins bonne réponse aux corticoïdes inhalés, des symptômes quotidiens, des exacerbations fréquentes avec un recours aux corticoïdes oraux. Donc, bref, c'est un asthme qui est difficile à contrôler avec une augmentation du taux des hospitalisations. Quel est le problème de l'asthme associé à l'obésité? Il y a quelques soucis de diagnostic. Il y a d'abord une surestimation qui peut avoir lieu, vu que l'obèse a tendance à être dyspnéique, mais il y a aussi un sous-diagnostic, parce que parfois, ça peut être aussi banalisé. Cependant, pour faire le diagnostic, c'est globalement les mêmes outils diagnostiques, le test de réversibilité, le test à la métacholine. Un petit mot concernant le traitement de ce phénotype. Donc, c'est globalement la même chose. Ce sont les thérapies inhalées qui sont prescrites en fonction du GINA. Cependant, il y a une résistance à la corticothérapie qui est plus importante que chez le sujet qui n'est pas obèse. Les règles hygiéno-diététiques sont très importantes à considérer, l'exercice et l'éducation thérapeutique. Si on n'arrive pas vraiment à améliorer les choses, on peut se rabattre sur la chirurgie bariatrique. C'est une chirurgie qui peut apporter une amélioration, en particulier dans les symptômes, pas obligatoirement dans la neutrophilie, mais une amélioration des symptômes. Ne pas oublier de vacciner ces sujets qui sont à risque de virose. Par ailleurs, aucune étude n'a spécifiquement analysé les effets des biothérapies chez les sujets obèses asthmatiques. Donc, en conclusion, l'asthme et l'obésité, c'est un phénotype, certes. Plusieurs facteurs sont incriminés dans la physiopathologie. Est-ce que c'est une spécificité féminine? On ne peut être catégorique pour dire que c'est une spécificité féminine, mais je dirais quand même que c'est une spécificité qui a tendance à être féminine, et ceci, tout dépendra du paramètre considéré dans les études. Merci. Merci beaucoup, professeur Free, pour la qualité de votre exposé. Vu qu'on est un peu en retard, nous n'allons prendre que 2 questions dans la salle. Docteur Ali Ben Khadr. Moi, merci pour cette présentation. Je partage totalement ton avis, parce que là, ce qui est difficile, c'est de déterminer le niveau de l'inflammation, parce que le NO et l'éosinophilie induite ne donnent pas de bons résultats, parce que c'est des asthmes de type TH1, TH low, disons. Et puis, il y a peut-être sur le plan thérapeutique quelque chose qu'il ne faut pas faire et quelque chose qu'il faut faire. Ce qu'il ne faut pas faire, ce n'est pas parce qu'il y a résistance à la corticothérapie inhalée qu'il ne faut pas la faire. Il faut aller dans les high doses au départ, et puis par contre, il faut associer des antileucotriennes. Oui. Et non pas associer des lamas qu'on a tendance de le faire. Avec les antileucotriennes, on a des meilleurs résultats que si on associe les lamas. Voilà. La biothérapie, il n'y a pas encore, si tu veux, d'impact positif. Peut-être avec les anti-TSLP actuellement, on pourrait avoir la chance d'avoir des résultats probants. Conclure avec l'intervention du professeur Maalash. Merci beaucoup, Leïla, c'était très intéressant. En fait, je partage parfaitement ton avis et j'aimerais bien partager avec vous tous notre expérience en Tunisie, effectivement, puisqu'on retrouve ce que tu as présenté, ce lien asthme et obésité qui est retrouvé chez la femme mais pas chez l'homme. Et on a fait
entre le pavillon D et le pavillon 4, une étude qui a été publiée en 2012, je ne sais pas si tu l'as trouvée ou pas, sur plus que 200 patients, et on a trouvé effectivement ce lien entre l'obésité, la sévérité de l'asthme. À la fois on a étudié la sévérité, le contrôle de l'asthme et la qualité de vie. Et ce lien a été retrouvé uniquement chez les femmes et non pas chez les hommes, avec une population de 200 personnes, 60% étaient des femmes. Donc dans la population générale, il y avait le lien, mais en fonction du sexe, on n'a pas trouvé ce lien avec les femmes. D'où l'importance en fait d'insister sur la réduction pondérale chez la femme en termes de prévention déjà, et puis de penser à réduire le poids en plus de la CPAP lorsqu'on est face à un SAS chez la femme. Alors sur le plan physiopathe, il y a certes des phénomènes inflammatoires qui expliqueraient un peu le lien entre l'obésité et la sévérité de l'asthme. Et nous, dans notre étude, on a dosé la CRP et la leptine dans la population, on a trouvé effectivement cette corrélation entre les taux élevés de leptine et de CRP et la sévérité, le contrôle et la mauvaise qualité de vie. Voilà, merci. Merci, nous remercions énormément l'assistance pour son intérêt et cette discussion très constructive et nous invitons à la pause café.